des couches avec des compositions distinctes. Et on fait cette hypothèse parce qu'on l'observe à petite échelle, ce phénomène. Donc j'ai mis une photo ici du complexe de roches de Bushveld, en Afrique du Sud, où on voit qu'il y a différentes couches, des différentes couleurs, et les différentes couleurs, en fait, représentent une composition chimique différente. Et ceci arrive quand on fait refroidir, on fait solidifier une chambre magmatique sous un volcan. Donc c'est ce qu'on pense qui s'est passé à très grande échelle au tout début de l'histoire de la Terre. Maintenant, il fallait trouver les preuves. Malheureusement, on n'a pas d'enregistrement du début de l'histoire de la Terre, on n'a pas de roches. Et pour nous, les géologues, c'est les roches qui nous servent comme témoins du passé. Alors, ceci n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a des rares évidences des terrains adéens que j'ai marqués sur cette carte. Donc, on a 4 endroits où on peut trouver des roches très anciennes. Et nous, on s'est intéressé aux roches qui viennent du sud-ouest du Groenland. Alors, c'est un terrain qui est au bord du glacier groenlandais. Et pourquoi ces roches du Groenland? Eh bien, parce que c'est le terrain ancien le plus grand qu'on connaît et où on trouve les roches les mieux préservées. Et ces roches sont datées entre 3,8 et 3,3 milliards d'années, ici dans l'étoile, mais enregistrent, comme je vais vous montrer dans cet exposé, une mémoire de la Terre ADN. Et on a étudié ces roches en étudiant la composition isotopique des atomes dans les roches. Alors, un atome est composé d'électrons qui tournent autour d'un noyau qui contient l'essentiel de la masse. Ce noyau est composé de protons et de neutrons. Et on appelle 2 atomes des isotopes quand ils n'ont pas le même nombre de neutrons. Vous connaissez tous le carbone 14 avec lequel on date des tissus biologiques. Eh bien, le carbone 14, c'est simplement un isotope qui a 2 neutrons de plus que le carbone 12. Donc, c'est simplement des atomes qui ont des masses différentes. Et c'est cette petite différence de masse que nous, on mesure, qui va nous donner des informations sur les événements géologiques. Et on utilise un phénomène qui a été découvert en France, qui est la radioactivité, qui est la désintégration d'un élément dans un autre, la transformation d'un élément dans un autre. Dans d'autres termes, c'est l'alchimie qui arrive dans la nature. Et ce phénomène, la radioactivité, est fonction que du temps. Il n'y a rien qui affecte la radioactivité, ni la pression, ni la température, aucun phénomène physique, que le temps. Et ceci est valable pour des atomes qui se désintègrent avec des constantes de temps de milliards d'années, comme à la seconde. Alors, donc, nos atomes, la différence de masse va nous servir comme des traceurs des processus géologiques. Et en plus, on va pouvoir dater ces processus géologiques. Et en fait, on a différents, donc des horloges, parce qu'on met une datation sur cet événement géologique, que j'ai placé ici sur le tableau périodique d'éléments. Toutes ces horloges se désintègrent avec des constantes de temps différentes, donc avec des vitesses différentes. Et nous, on s'est intéressé au couple d'éléments samarium-néodyme. Et je vais vous montrer pourquoi il est très intéressant, mais surtout, c'est le couple d'éléments qui est le plus résistant à l'altération des roches en surface. Et vu qu'on analyse des roches anciennes, eh ben, on a besoin de quelque chose qui soit très robuste. Alors, il est intéressant parce que les expériences de fusion des roches montrent que le samarium et le néodyme ont des comportements géochimiques différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque on fait solidifier une roche, le samarium va se concentrer dans le solide et le néodyme va se concentrer dans le magma, donc il va rester dans le liquide. Donc on va avoir une séparation entre le samarium et le néodyme lors d'un océan de magma. Alors, il est intéressant aussi parce qu'on possède 2 horloges de vitesses différentes, une de longue vie, avec une constante de désintégration qui est de l'ordre des milliards d'années,
qui va nous servir à étudier des événements qui arrivent tous les longs de l'histoire de la Terre. Et cette horloge, c'est l'isotope de masse 147 du samarium, qui se désintègre dans l'isotope 143 du néodyme. Maintenant, on a une horloge de courte vie, et c'est cette horloge-là qu'on a utilisée pendant mon travail de thèse, avec l'isotope 146 du samarium, qui s'est désintégré complètement pendant les premières 500 millions d'années de l'histoire de la Terre en l'isotope 142 néodyme. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le 146 samarium, aujourd'hui, est éteint, et il nous reste le 142 néodyme que nous, on va mesurer. Et cette horloge, donc, il est très sensible pour étudier des événements géologiques qui se sont passés ici à l'ADN. Donc la théorie derrière, c'est que si on avait un océan de magma qui a solidifié, on va créer des couches avec plus ou moins de samarium 146, c'est l'isotope de courte vie, qui va se désintégrer en 142 néodyme avec le temps. Et donc nous, on va mesurer ce 142 néodyme et on aura formé, donc après la cristallisation de l'océan de magma, des couches avec des anomalies dans l'abondance du néodyme 142. Donc on va créer des couches avec des excès et des couches avec des déficits qui vont être complémentaires. Et les isotopes, on va les compter à l'aide d'une technique qui s'appelle la spectrométrie de masse. Et on a utilisé l'appareil au laboratoire de magma et volcan. La spectrométrie de masse est une technique où, à l'aide d'un aimant, on va séparer les isotopes en fonction de leur masse et après on va les compter dans des cages. Donc cette technique implique que la cage où on va compter le 142 néodyme, on n'a que des isotopes qui ont une masse 142. Malheureusement, et la raison pour laquelle on ne faisait pas ce genre d'analyse dans le passé, c'est qu'on a un isotope 142 de l'élément cérium. Donc le risque, c'est que quand on mesure, quand on compte combien d'atomes 142 arrivent dans la cage, eh bien on compte aussi le 142 cérium. Et vu que le cérium appartient au même groupe d'éléments que le néodyme, il est très difficile de les séparer chimiquement. Donc ça, c'était le premier challenge de ma thèse. Et on a utilisé un environnement où j'ai mis une photo ici, qui est une salle blanche, où on fait la séparation du néodyme, c'est-à-dire on passe d'avoir une roche à avoir un seul élément chimique. Donc dans cette salle blanche, on évite toute contamination. Et la séparation, on l'a fait par une méthode de chromatographie. Alors, le deuxième challenge sur lequel je passais un peu plus de temps, c'est qu'on a besoin d'une très haute précision pour les analyses du 142 néodyme. Alors, j'ai mis ici sur votre gauche, vous avez le 143, qui est l'isotope de longue vie, et le 142, notre horloge de courte vie. Alors, les deux sont normalisés, un isotope stable, 144 néodyme. Et ici, vous avez la variation de toutes les roches modernes qu'on peut trouver sur la surface. Et vous voyez que la variation va de 512 à 513, ce qui fait une variation dans la 3e décimale. Maintenant, les calculs montrent que la variation des roches anciennes qui proviendraient donc des couches après la solidification d'un océan de magma aurait une variation très petite et on aurait besoin d'une précision pour détecter ces variations dans la 6e décimale ou alors de l'ordre du ppm qui est de parties par million. Dans d'autres termes, il fallait avoir une précision, si on veut mesurer 1 km, avoir une précision de l'ordre du millimètre. Et au laboratoire de magma volcan, on a réussi à faire ce genre d'analyse et le labo fait partie de 4 laboratoires au monde qui sont capables de produire des données en 142 néodyme. Donc une fois qu'on avait réussi les deux challenges, avoir
une bonne séparation du néodyme et la bonne précision, on est parti en Groenland chercher des échantillons et on a prélevé donc, des échantillons de roches qu'on a ensuite envoyés au laboratoire de Magma et Volcan. On les a analysés avec différentes méthodes géochimiques et on les a datés avec différentes horloges. Et cette datation nous a donné des âges de 3,3 à 3,8 milliards d'années. Donc j'ai placé ici sur l'échelle de temps géologique. Mes résultats de ma thèse, je vais les présenter dans un diagramme ici où vous avez le 142 néodymes avec une échelle en ppm. Toutes les roches modernes qu'on analyse aujourd'hui vont tomber dans ce rectangle ici noir. Donc, ils n'ont pas d'anomalie en 142, n'importe quoi qu'on analyse. Maintenant, les roches en couleur, c'est les données que j'ai produites. Vous voyez qu'elles sont différentes de ces roches modernes. Elles sont en dehors de ce rectangle. Elles montrent des anomalies en 142. Les roches les plus anciennes que j'ai étudiées, c'est les roches de 3,7 et 3,8. Et elles montrent, donc elles sont à droite, elles montrent des excès en 142 néodymes par rapport aux roches modernes. Et ces excès prouvent qu'on avait des couches chimiques avec des anomalies positives en 142. Donc ceci implique qu'on avait un océan de magma qui s'est formé à l'AD1. Maintenant, en utilisant ces résultats, on a pu calculer la date de la solidification de l'océan de magma à 4,47 milliards d'années. Et ces résultats ont été publiés dans une revue internationale dans l'année 2011. Maintenant, on avait les couches avec des excès. Il fallait bien trouver les couches avec des déficits. Et ces couches avaient été manquantes pendant peut-être 5 ans, un peu plus. Et en fait, parmi les échantillons que j'ai étudiés, on a détecté des déficits dans ces roches. Donc les roches de 3,3, comme vous les voyez ici, montrent des anomalies négatives en 142 néodymes. Donc on avait, avec ça, toutes les pièces du casse-tête pour prouver que la théorie de l'océan de magma était vraie. Ces résultats ont été publiés dans une revue internationale qui s'appelle Nature, qui est une revue de grande visibilité et grand impact médiatique. Et c'était sympa parce que suite à sa publication, il y a eu beaucoup de publications vulgarisées. Les roches les plus jeunes que j'ai étudiées, c'était des roches âgées de 3,3 milliards d'années. Et ces roches, comme vous les voyez, tombent à l'intérieur du rectangle et ne montrent plus d'anomalies en 142. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les couches qu'on a formées très tôt dans l'histoire de la Terre, ces hétérogénéités au sein du manteau, se sont mélangées à 3,3 milliards d'années. Et les mélanges aujourd'hui, on les fait par convection thermique dans le manteau, c'est-à-dire il y a des parties chaudes qui remontent et des parties froides qui descendent. Et cette convection thermique, c'est le moteur de la dérive des continents. C'est le moteur de la tectonique des plaques. Et la tectonique des plaques, c'est un facteur essentiel pour faire apparaître la vie. Alors, on peut se demander si à 3,3 milliards d'années, on avait déjà une planète habitable. Alors, en conclusion, je vous montre les impacts de mon étude. Donc, au tout début de l'histoire de la Terre, on avait un océan de magma qui s'est refroidi, qui s'est solidifié en formant des couches avec des compositions chimiques distinctes. Et cette cristallisation de l'océan de magma, on l'a datée à 4,47 milliards d'années. Et le mélange de ces hétérogénéités dans le manteau s'est fait à 3,3 milliards d'années, où on avait déjà une dynamique de Terre comme l'actuelle, donc peut-être une planète habitable. Donc, on a pu donner des informations sur les premiers stades d'évolution de la planète. Maintenant, on considère que la conséquence directe de l'océan de magma était l'impact sur Terre
du corps qui a amené ensuite à la formation de la Lune. On considère que la chaleur de cet impact était suffisante pour faire fondre les roches du manteau. Donc, cet impact et l'âge de la formation de la Lune, on peut aussi l'estimer à 4,47 milliards d'années. J'avais ici une petite modélisation, mais elle n'a pas l'air de marcher. Merci de votre attention. Bien. Les questions? Moi j'ai une question. Oui. Voilà, vous avez dit que la Terre était sans doute vous avez dit que la Terre était la planète où la vie s'était développée. Voilà. Oui. Or, on sait depuis quelque temps, en tout cas, il y a des données qui montrent qu'il y a d'autres planètes, Mars en particulier, où il semblerait qu'il y ait eu de la vie. Alors, sans discuter de savoir si c'est vrai, si c'est pas encore vrai, il faut être confirmé, mais comment on pourrait expliquer que sur Mars, la vie est apparue et a disparu, et par rapport justement à à la tectonique, je ne connais pas du tout la tectonique martienne, je ne sais même pas s'il y en a une, mais est-ce qu'on peut faire un parallèle par rapport justement à ce qui s'est passé sur la Terre? Alors, je peux vous répondre avec les mêmes outils que j'ai présentés. Donc, le 142 Nudim, on l'analyse aussi dans d'autres objets célestes et on a des météorites qui viennent de Mars. Et le 142 Nudim, même dans des échantillons très jeunes de Mars, nous montre des très grandes anomalies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le manteau de Mars ne s'est jamais mélangé. Donc on n'avait pas vraiment une convection, donc on n'avait peut-être, très possiblement pas, une tectonique des plaques. Donc peut-être que c'est ça qui aurait fait la différence entre Mars et la Terre. D'autres questions? Oh, le jury n'est pas réveillé ce matin. Moi, j'ai encore une question, hein, si je ne veux pas non plus monopoliser. Voilà, vous nous avez... Alors, vos travaux, d'après ce que j'ai compris, en fait, décalent, j'allais dire légèrement, non, beaucoup, en tout cas, la possible apparition de la vie. En fait, théoriquement, la possibilité, il y avait 2,7 gigas, c'est ça? Et vous arrivez à 3,3 au moment où il y a la solidification, c'est ça? Voilà. Et on pense qu'il y avait la tectonique des plaques déjà. Donc, en fait, vous retardez quasiment de 500... Enfin, vous avancez quasiment de 500 millions d'années. Je propose qu'à ce moment-là, on avait déjà une planète qui était habitable. Après, s'il y avait de la vie, je ne sais pas. Mais la planète, en tout cas, elle avait déjà les conditions pour faire apparaître de la vie. C'est-à-dire avec de l'eau d'un côté, avec une terre, enfin en tout cas de l'eau qui était de l'eau liquide. En fait, de l'eau, on l'avait déjà même avant 3.3, parce que les échantillons de Groenland qu'on étudie, ils sont de forme de lave en cousin. Alors les laves en cousin, c'est la lave qui sort des volcans sous-marins. Donc ce sont des structures très particulières en boule. Donc il y avait sûrement des océans liquides à cette époque. J'ai également une question. Oui. Est-ce qu'on a d'autres façons, par exemple, de dater l'existence de la Lune qui corrobore ou qui ne corrobore pas la façon dont vous l'avez datée? Oui, on a des échantillons lunaires. Comme vous le savez tous, les missions d'Apollo, dans les 70, ont ramené des roches. Et ces roches, on les a datées par différentes méthodes. Donc ça, c'est les résultats des âges des roches lunaires. Et en fait, vous voyez, ça va des 3,5 à l'âge de la Terre. Donc ils sont très variables, on n'a pas un accord. Et je pense que la raison, c'est que les roches sur la Lune peuvent être altérées, parce que la Lune n'a pas d'atmosphère. Donc on a les rayonnements solaires qui arrivent directement sur les roches qui peuvent affecter nos horloges. Puis bon, la Lune a reçu des impacts aussi. Donc peut-être que les âges qu'on a sur la Lune sont difficilement mesurables. Voilà. On a des âges plus jeunes. Ça arrive la même chose sur la Terre. Hein. On n'a pas des roches sur Terre qui datent de l'âge de la Terre. Donc sur la Lune, peut-être qu'on n'a pas des roches non plus qui datent de l'âge de la Lune. Alors cette méthode, pendant ma thèse, peut donner
une limite, une contrainte à l'âge de la formation de la Lune. Encore des questions? Non? Eh bien, écoutez, il nous reste à vous remercier. Merci. Voilà.